La rythmique m'entraîne, mes rimes sont toutes prêtes. Vous et nous, de tout cœur, disons oui au bonheur. Au sommaire de votre Toute une histoire aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi ma mère elle est blanche, pourquoi mes frères ils sont de couleur, pourquoi les gens au fond ils nous regardent comme si on était tout sauf normal. Mon grand-père, il était imam à la mosquée de Paris et il a participé au sauvetage de familles juives. Je cheminais avec mon fils pour aller à la synagogue. J'ai entendu les juifs au Boutura et c'est là que j'ai fondé l'association en 2004 et j'ai recruté Coco. Toute une histoire s'engage pour la Journée internationale de la lutte contre le racisme. Je suis citoyenne et je suis avant tout humaine. C'est le terrien avant tout. Au fond, ce que les autres montraient du doigt chez nous, c'était ni plus ni moins que la richesse. La lutte contre les stéréotypes était la mère des batailles. Et décide de le combattre dans la bonne humeur. Je rêve un jour de rencontrer une personne qui se dit raciste et je suis sûr qu'en l'invitant à la maison et autour d'un colombo de poulet, c'est fini. Allez-y les amis. Regardez cette belle équipe. Bonjour à tous. Asseyez-vous messieurs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre le racisme. Alors n'hésitez pas dès à présent à poster vos commentaires avec le hashtag Tous unis contre la haine. Et pour aborder le sujet dans la bonne humeur, parce que oui, c'est possible, nous avons choisi de vous présenter une famille haute en couleur et en culture aussi d'ailleurs, car vous ne l'avez peut-être pas deviné, mais ceux qui m'accompagnaient à l'instant en entrant sur ce plateau, ce sont 4 frères, Eddie, Romuald, Samuel et William. Bonjour à tous les 4. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Comment les gens réagissent quand vous dites que vous êtes frères? Frères de sang, hein? Ouais, beaucoup de mal à nous croire. On découvrira tout à l'heure un petit montage qui reviendra sur votre enfance et sur la vie sentimentale mouvementée, on peut le dire quand même, de votre mère. Avant de poursuivre, je vais vous présenter nos autres invités. Eux aussi ont tenu à faire passer un message pour la Journée internationale contre la discrimination. Alors je vous présente Michel et Coco. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Mohamed. Michel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Michel Serfati, vous êtes rabbin, et vous, Coco, vous êtes un rappeur de religion musulmane. A priori, tout vous oppose tous les deux, mais vous avez choisi de militer ensemble au sein d'une association, la JMF, qui prône l'amitié judéo-musulmane en France. Et puis, à vos côtés, l'imam Azizi. Merci d'être là aussi sur notre plateau. Vous militez, vous aussi, dans la même association. Depuis combien de temps vous êtes-vous associés dans cette lutte, Michel et Coco? J'ai fondé l'association en 2004. J'ai fait 10 tours de France avec mon frère et ami Mohamed Azizi pendant 8 ans. Et depuis 5 mois, j'ai recruté pour travailler avec nous Julien Coco pour ajouter un outil supplémentaire, le rap. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je suis allé le voir au parloir du centre de détention de Châteauroux. Coco était donc en prison. Vous étiez incarcéré pour quel motif? J'étais incarcéré pour une grosse erreur de jeunesse, un braquage. Ouais. Et j'ai fait une grosse peine. De combien? En tout, là, j'ai fait 9 ans et demi. Ouais. En fin de peine, voilà, j'ai rencontré M. Serfati. Vers 6 mois de la fin de ma peine, on a discuté via un ami qu'on avait en commun. Et il s'avère que la prison m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et M. Serfati, les propositions qu'il me faisait par rapport à cette association étaient la cerise sur le gâteau par rapport à ma mentalité qui avait beaucoup évolué. En fin de peine, je dis bien en fin de peine parce que pendant toute ma peine, je n'avais pas les mêmes pensées. Alors, concrètement, comment vous vous y prenez pour sensibiliser les autres?
Tout simplement de les réunir, de leur donner une feuille, un crayon, de leur demander d'écrire un couplet, de leur faire déclarer ce couplet et ensemble, le groupe d'enfants, puis Coco, de chanter, d'adopter le rap comme chant. Et puis dans ces messages, on veille à transmettre nos principaux messages, celui de tolérance et surtout de susciter l'envie de se rapprocher de l'autre, le juif des musulmans et le musulman du juif. Alors on voit des images d'un reportage que nous découvrirons tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que les mentalités commencent à évoluer? Je dois reconnaître que depuis l'attentat du Bataclan, nous avons enregistré ce que j'appelle un sursaut de conscience. Parce qu'il y a une espèce de libération de la parole. Ces animateurs et animatrices nous disent on ne supporte plus les propos de nos jeunes. Ils sont très durs à entendre. Il y a de l'antisémitisme, il y a de l'homophobie, il y a de la détestation de la France. Alors venez. À vos côtés, Mohamed et sa fille Camille. Bonjour à tous les deux. Alors Mohamed, vous, c'est un petit peu comme Eddy et ses frères. C'est l'histoire de votre famille qui vous a conduit à vous intéresser à l'amitié entre les peuples. On va voir une photo de votre papa s'afficher derrière moi. Qu'avez-vous découvert sur lui il y a 6 ans, c'est-à-dire 50 ans après son décès? Eh bien, c'est à l'occasion en fait d'un déménagement et de l'emménagement de ma fille dans la maison qui était la maison de ma mère, qu'on a donc retrouvé en fait dans un secrétaire des papiers qui nous permettaient effectivement de voir un peu le parcours de mon père pendant la période d'occupation. Donc vous avez participé aux recherches, Camille, pour reconstituer l'histoire de votre grand-père. Est-ce que vous l'avez connu, vous? Ah non, absolument pas. Il est décédé quand mon père avait 11 ans. Donc du coup, c'est une histoire qu'on a découvert à distance dans le temps, sur le rôle précisément qu'il avait eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était imam à la mosquée de Paris et il a participé au sauvetage de familles juives. Voilà, il était imam et il a sauvé des juifs. Pour commenter tous ces parcours, à nos côtés aujourd'hui, Frédéric Farigou. Des chemins de vie qui font du bien, évidemment, par les temps qui courent et qui vont peut-être aider nos téléspectateurs à changer de regard. Qu'est-ce qui vous touche à la fois dans leur parcours et dans leur démarche de venir sur notre plateau aujourd'hui? C'était vraiment important pour moi d'être là et de faire ce sujet parce que ça me tient à cœur aussi. Et je trouve très important de porter des initiatives positives. Parce que c'est vrai qu'on est plus focalisé sur le clivage, sur la violence. Et c'est important de mettre en avant, à travers des histoires très fortes, hein, comme celle de votre père, comme la vôtre aussi, et puis comme cette famille de toutes les couleurs. C'est ce genre d'histoires emblématiques qui peuvent parler aux jeunes. Et c'est vraiment important que des hommes et des femmes de bonne volonté prennent leur bâton de pèlerin pour ça. Que la société civile ne démissionne pas. Donc je trouve ça très important. Et ça me fait penser à un film que j'avais beaucoup aimé et que j'ai trouvé formidable, qui est Les Héritiers, où justement cette prof aide des jeunes à faire connaître leur histoire. Parce qu'en fait, souvent, le racisme vient de l'ignorance, vient de la méconnaissance de l'autre. Donc toutes ces initiatives, je les trouve formidables parce que justement, elles permettent de sortir de ça. Alors, se rapprocher, on va voir qu'eux sont très proches, les 4 frères. Pour vous, la meilleure arme pour lutter contre la haine et la violence, c'est l'humour. Il se traduit, cet humour, dans quelles circonstances, dans quelles situations, par exemple? Comme moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, c'est en arrivant en soirée avec des amis ou autres, en fait, invités. Instinctif, voilà, dit qu'il y a du jambon sur une table ou un truc comme ça, instinctif, en fonction de ma couleur, ça te dérange pas, on a mis du jambon. Non, au contraire, quoi, j'en mange aussi, je suis ouvert à tout, donc voilà, quoi, tout de suite on fait un préjugé sur la couleur ou sur la personne. Alors comment vous réagissez avec humour à tout ça? En fait, le truc, c'est que j'en rigole et tout de suite, voilà, je vais en manger, ou pareil, au niveau de la musique, ils vont passer instinctif aussi.
Parce que ça vient de chez toi, t'aimes bien, tu peux venir danser, ou tous des petits trucs comme ça, quoi. Des quatre, c'est vous, Samuel, qui avez le plus souffert, hein, qui avez le plus été victime de commentaires et de jugements racistes. Et on va voir comment vous avez réussi à désamorcer tout ça avec humour. Mais pour faire le point sur votre histoire, on a décidé de monter un petit reportage qui retrace justement votre enfance. On va mieux comprendre vos origines à chacun. Regardez. Eddie, Romuald, Samuel et William pourraient être 4 copains, mais ils sont frères. Avec des papas de 4 origines différentes, algériens, martiniquais, mauritaniens et guadeloupéens, ils ont souffert du regard souvent désapprobateur de ceux qui les croisaient. Ils ont tous été confrontés à des injures, des discriminations et au racisme, que ce soit à l'école, au travail ou dans les lieux publics. Mais depuis leur plus jeune âge, ils ont fait de leur différence une force. Ils mettent un point d'honneur à ce qu'on les appelle frères et non demi-frères. Aujourd'hui adultes, ils sont fiers de la famille unique qu'ils forment avec Pierrette, leur maman, leur pilier, qu'ils surnomment affectueusement la Mama. Donc, 4 frères de 4 pères différents. Alors donc, vous, Eddie, par exemple, votre père, il est parti à quel moment? Moi, il est parti à l'âge de 4 ans. Voilà. Vous, Romuald? Moi, je ne l'ai pas connu, en fait. Finalement, il a disparu après ma naissance, et donc je ne l'ai pas du tout connu. Je l'ai connu par le biais de photos et de la famille, mais sinon... Il est de quelle origine, votre père? On va repréciser tout ça. Martiniquais, voilà. Il est catholique? Il est catholique. Vous, Eddie? Algérien, musulman. Voilà. Vous, Romuald? Samuel. Samuel, pardon, j'espère que vous allez me pardonner, parce que là, ça va être compliqué quand même. Moi, il est mauritanien, musulman aussi. D'accord. Et William? Guadeloupéen, catholique. Voilà. Donc là, c'est bon, on a fait le point sur le pas. J'imagine que vous vous apportez beaucoup de richesses les uns aux autres. Oui, énormément, à la fois par nos familles respectives, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est tous en lien avec nos familles paternelles. Donc c'est hyper important parce que Alors que vous n'êtes plus en lien avec votre père. Non. Qui est encore en lien avec son père des 4? William. D'accord. Voilà, donc on a vraiment tous un... Alors moi je suis à part parce que c'est vrai que du coup le lien paternel il n'y est pas vraiment et la famille je la connais pas des masses, mais effectivement je me suis attaché à m'intéresser à mon parcours, au parcours de mon père et donc du coup je suis attaché à mes origines algériennes. La famille de Romuald, Ouais, moi je suis parti vivre 2 ans en Martinique chez mes grands-parents du côté de mon père, donc comme ça j'ai pu connaître un peu la famille du côté de mon père. Mon oncle, quand j'étais petit, mon oncle qui habite dans le nord de la France, s'est beaucoup aussi occupé de moi pour diverses raisons et autres, pour montrer en fait la famille du côté de mon père. Et après, les choses ont fait que finalement après... c'est le père de Samuel qui est arrivé et du coup on s'est focalisé. Et moi du coup en fait, moi il est resté jusqu'à mes 8 ans, il est parti. Mais sans me faire connaître, en fait, côté paternel, la famille côté paternel. Donc, en fait, il y avait ma maman qui avait sa meilleure amie qui connaissait un peu de côté de mon père. Donc, les cousines et tout, éloignées, tout ça, on s'est resté vraiment en contact depuis tout petit. Grâce à mon frère aussi, que j'ai pu retrouver, en fait, des cousins à moi qui habitaient pas loin de chez moi, en fait, dans notre quartier. Donc, grâce à mon frère et tout, et son parcours et tout ça, grâce à lui, j'ai pu retrouver aussi des cousins et tout ça. Du quartier de là où on habitait. C'est-à-dire que si je comprends bien, vous vous êtes entraînés pour retrouver vos racines paternelles. Alors en fait, pour être sincère, moi j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents paternels. Et très vite, je me suis dit, je me refuse à accepter que mes frères vivent la même chose. C'était pas possible. Donc pour Romuald, ça a été différent parce qu'on a véritablement grandi dans un milieu afro-entier et où on a longtemps côtoyé la famille de Romuald. Ouais, parce qu'en fait j'ai des oncles qui tiennent des bars et des sorties, donc du coup c'est vrai que ça aide et à découvrir le monde de mes origines, donc le monde antillais et afro, puisqu'il y avait un mélange total. Et donc du coup c'est vrai que là-dessus ça nous a permis de pouvoir grandir tout en faisant connaissance de la famille du côté de mon père. C'est important de les ramener à la maison. Donc vous avez grandi avec beaucoup d'ouverture sur vos familles respectives, sur le monde en général. Religieusement, ça se passait comment alors? Vous avez chacun respecté vos cultures Petit, on était tous... Votre mère, elle est de quelle origine? Notre maman, elle est d'origine donc pied noir, si on peut dire, puisque de son côté, ses parents sont des migrants de la Sicile qui ont fui le fascisme, qui sont ensuite passés par la Tunisie
ensuite ont enterré mon arrière-grand-père à Ennaba en Algérie et ont quitté l'Algérie étant assimilés aux pieds noirs et fuyant donc les conflits et sont arrivés en France comme des étrangers, des immigrés. Et donc du coup, ma mère, elle a porté aussi quelque part ce fardeau-là et c'est vrai que du coup... Donc elle est de religion catholique. À travers ça, voilà, elle a accepté ce qui lui aurait été imposé à l'époque parce qu'on n'avait pas forcément le choix à l'époque et mes grands-parents étaient catholiques, donc elle a fait ce choix-là. Elle nous a mis dans des écoles privées, judéo-chrétiennes et c'est vrai Tous. que... Tous. Oui, tous. Est-ce que petit, vous aviez conscience de vos différences? Oh non. Entre nous, non. Non. C'est les gens qui nous en faisaient prendre conscience, en fait, avec leurs regards et leurs remarques. Et leurs remarques, quoi. C'est ça. Quand vous vous promeniez en famille, vous entendiez quoi? Ah, je l'ai dit, ouais. La famille Benetton. Ah ouais, c'est vrai. Après, moi, personnellement, je suis arrivé un peu plus tard, du coup, donc j'ai pas forcément vécu les choses de la même manière qu'eux. Et moi, contrairement à eux, ça a été une force, en fait. C'est-à-dire que moi, très tôt, eux, ça a été par la suite, mais moi, très tôt, ça a été une force où ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et m'intéresser à des choses auxquelles je ne me serais pas forcément intéressé sans avoir cette richesse auparavant. En fait. Et votre mère, elle vous a inculqué quelle valeur? Ah, la première valeur, ouais, le respect, la tolérance. Et la tolérance. Et accepter la différence des autres. Ouais. Ça doit être une sacrée personnalité. Franchement. Comment vous la décririez, votre mère? Si on peut décrire, déjà on l'appelle la mère, avec un L majuscule, et c'est la patronne. Ouais, c'est la patronne. Il faut tenir 4 garçons dans une maison. Je veux dire que ça n'a pas été facile tous les jours pour elle. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments difficiles, quoi, au moment de l'adolescence. Oui, un peu, parce qu'on cherchait tous un peu entre lui, sa progression de son côté, nous aussi. Parce qu'à chaque fois, il fallait accepter le nouvel arrivant, le nouvel homme dans sa vie. J'imagine qu'il fallait... Moi, personnellement, je l'ai pas... Tu l'as pas vécu de cette manière. Moi, j'ai pas vécu... Déjà petit, j'étais très renfermé, donc... mais ça m'a pas gêné d'avoir d'autres frères. Vous, Eddy, plus? En fait, moi, ce qui a été difficile, c'est que je suis l'aîné. Donc, nécessairement, j'ai 38 ans, on a 3 ans d'écart avec Romuald, et ainsi de suite avec les autres. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été témoin de tout ça très rapidement. Et surtout, ce qu'il faut considérer, c'est que notre maman, elle m'a eu très jeune, elle avait 18 ans. Il faut imaginer qu'à l'époque, donc c'est quelqu'un qui a 50 ans passé, et donc à l'époque, une femme seule, avec des enfants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, la considération qu'il lui accordait. Et donc, du coup, moi, je l'ai pris de plein fouet, ça, en fait. Et c'est vrai qu'à contrario, ma mère, elle nous a très vite insufflé comme valeur le fait de savoir se rendre compte de notre richesse. Au fond, ce que les autres montraient du doigt chez nous, c'était ni plus ni moins que la richesse qu'on n'arrivait pas encore à partager. Mais avec le recul, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, et je rejoins William, c'est qu'on a une vision du monde et, qui nous permet de nous considérer plus terriens que français ou martiniquais, ou italiens. Eddy, vous en parlez comme ça avec le recul, vous avez conscience de la richesse que cela vous a offert, cette situation, mais quand vous étiez adolescent, vous avez eu plutôt tendance à vous rebeller contre moi, tout ça. C'était compliqué, ouais. Alors, le père à Romuald, c'est vrai que moi, j'étais trop jeune pour l'avoir connu, donc tout comme Romuald, je ne l'ai pas véritablement connu. Le père de Samuel, effectivement, oui, donc, puisque pendant 8 ans, j'y étais là, et c'était très compliqué pour moi, parce que c'est vrai qu'avoir un papa... Un beau papa, c'est une chose, mais un beau papa qui est musulman, qui est noir, quand on est enfant, et donc on a vécu pendant 8 ans quand même dans un principe musulman, il faut le savoir, et sans difficulté aucune en soi, mais en même temps, pour un enfant, c'est pas si simple, parce que du coup, à l'école, il faut s'expliquer en dehors, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a tout d'un coup, je dis une évolution pour moi qui s'est faite à la rencontre du père de William, puisque ça a été le premier... des compagnons de notre maman qui, je pense, véritablement s'est intéressé à nous. Et là, pour moi, ça a été difficile parce que j'ai fait face à l'autorité paternelle. Et oui. Et je ne l'ai pas considéré comme tel. Donc, ça a été conflictuel. Ça, vous l'avez rejeté. Ah, complet. Complet. Frédéric, il y a de quoi quand même être un peu déstabilisé. C'est pas évident de se construire. C'est pas évident. Et puis ça peut aussi, même si vous n'en avez pas conscience, créer quand même de l'insécurité. Ouais. Et puis vous êtes l'aîné, donc et vous avez eu une position particulière aussi, presque en soutien de votre mère par rapport à vos frères. Donc accepter l'autorité d'un homme qui tout d'un coup prend sa place alors qu'il y avait, les hommes étaient manquants quelque part dans votre famille. Donc là, soudain, il y a un homme qui se positionne et vous, c'est plus difficile à accepter parce que vous aviez pris une certaine place auprès de votre mère face à vos frères, presque une place paternelle, on l'entend, puisque vous aviez le souci aussi
aujourd'hui qui ne vivent pas un certain nombre de choses que vous aviez vécues, et notamment l'injustice. Vous avez vu votre mère aussi faire face, vous le disiez tout à l'heure, à peut-être un certain nombre de jugements aussi sur son mode de vie, sur son fonctionnement. Bah, au-delà du jugement, c'est vrai qu'on a une maman qui s'est toujours affirmée par ses différences. Ça, il faut le considérer. Moi, je sais que ma maman, je me rappelle, c'était un souvenir marquant, mais c'est la première blanche que j'ai vue avec une coupe afro ou des tresses collées sur la tête. Et moi, à l'époque, quand j'étais petit... Vous avez amené une photo qu'on voit le résultat, non? Non, mais c'est vrai que... Elle l'a caché. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est toujours affirmé par sa différence. Et du coup, c'est vrai que sur le principe, ça a été vraiment difficile à accepter au début. Et d'autant plus, c'était plus un fardeau pour moi qu'une richesse. Oui, c'est un Après, fardeau parce qu'effectivement, il y a toute une phase de leur existence où les enfants sont assez normatifs, souffrent de la différence, préféreraient être comme tout le monde. Après, dans la relation, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à le croire. Mais William, il est arrivé assez tardivement. Et moi, je lui donnais le biberon, quoi. William, c'était un petit bébé, je l'avais dans mes bras, c'est mon petit frère, mais je m'en occupais, etc. Et c'est... je rigole, mais... Ça lui fait plaisir à William. Le type était beau, mais c'est pour les photos, ça. C'est pour les photos. C'est cadeau, ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de le considérer. Et je vous rejoins. C'est vrai qu'à un moment donné, et avec le recul, je le considère aujourd'hui dans ce sens. Je pense qu'à un moment donné, je me suis senti père. C'est ça. Alors que je ne l'étais pas. Et puis surtout protecteur de ma mère. Absolument. Parce que je la voyais souffrir. Et j'avais conscience qu'elle se privait pour nous. Vraiment. Samuel, je le disais tout à l'heure, c'est vous qui avez été le plus victime de commentaires racistes. À quel âge vous avez commencé à entendre ces C'est vrai que réflexions? c'était assez tôt, en fait. C'était en primaire, on va dire aller en CE1, CE2, quoi. Ça a commencé avec... En plus, je portais des lunettes. Donc c'était l'homme de couleur à serpent à lunettes ou t'es sale ou tous des trucs comme ça, en fait. Donc comme là, au moment, m'a fait apprendre une anecdote, en fait, c'est que quand j'étais en primaire, je voulais, en fait, c'était retirer la couleur de ma peau pour être blanc plus tard. Donc, vous en parliez à votre mère? Non, justement. En fait, moi, je suis une personne que je garde tout pour moi. Oui, je ne pas la faire m'exprime pas souffrir. beaucoup. Donc, je voulais pas la faire souffrir, donc je gardais tout en moi. Mais c'est vrai que quand j'explosais, par moments, c'était assez dangereux, en fait. Comment vous explosez? Comme on dit quand on est jeune, petit, en primaire, c'est qu'on est très méchant. Donc moi, c'était beaucoup par la violence. Pour moi, c'était le seul moyen de m'exprimer à l'école. Est-ce que vous en parliez à vos frères? Non. Même pas. Ah non, Et dit, vous aviez conscience de ce qu'il endurait? Non, du tout. Et si vous l'aviez su, comment vous auriez réagi à l'époque? Je pense que j'aurais suivi le principe qui était le tien à l'époque, la violence. Voilà, bêtement. Alors, ce côté rebelle, il s'est exprimé comment? Pour ma part, moi, le fait, c'est que très jeune, j'ai pris conscience des choses. Alors peut-être que c'est le parcours de vie, je sais pas, mais nécessairement, j'ai pris conscience de la réalité autour de moi. Et donc, du coup, je m'en suis saisi et à un moment donné, j'ai pas trouvé de réponse. Je me suis dit, pourquoi ma mère, elle est blanche? Pourquoi mes frères, ils sont de couleur? Pourquoi mon père, il est pas là? Pourquoi les gens, au fond, ils nous regardent comme si on était tout sauf normal? Ça faisait beaucoup de questions trop. auxquelles vous ne trouviez pas de réponse. Et c'est vrai que j'en voulais à ma mère, en fait. Je lui en voulais véritablement parce que je me disais qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. Je comprenais pas qu'on pouvait tomber amoureux et puis que c'était ça au fond l'amour. Alors vous lui en vouliez, mais vous lui exprimiez? Alors, je lui ai pas exprimé au départ. C'est vrai que j'étais assez, comment dire, je cachais bien les choses. Voilà. Je montrais une image de moi à la maison qui était complètement différente de ce que j'étais dehors. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas imaginer que vous lui en vouliez? Non, du tout, du tout, du tout. Elle voyait en moi une violence et une colère, mais elle imaginait plus, je pense, une adolescence. Voilà, Donc finalement, tous les méfaits que vous avez commis, c'était un petit peu peut-être pour attirer son attention? Les méfaits, non. Ça, c'est la suite logique, puisque bon, il faut l'expliquer. C'est clair que moi, à l'âge de 16 ans, je quitte le lycée. 4 mois après ma sortie du lycée, je fais une garde à vue de 96 heures. C'est la première de ma vie. Pourquoi vous aviez fait quoi? J'ai été arrêté, en fait, pour vol avec violence et, en réunion. Et concrètement, au bout de 96 heures d'avue, je suis déféré au parquet, je finis en prison. Voilà. Et j'ai 17 ans, donc je suis jeune majeur. Et donc on m'incarcère, en fait, chez les majeurs, puisque 2 mois plus tard, j'allais avoir 18 ans. Et c'est vrai que cette période de ma vie-là, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais trompé sur ma mère. Parce qu'en vérité, quand on arrive en prison, la seule et vraie personne qui est là pour soi, quand on a la chance de l'avoir encore, c'est sa mère. Le reste, il n'y a personne. Donc du coup... C'est-à-dire que là, vous avez pu engager un dialogue, tous les deux? Elle a découvert son fils. Pour anecdote, le premier parloir qu'on a eu, ça a été compliqué parce qu'elle a pleuré et qu'elle m'a dit « Mais t'es qui, en fait? C'est pas toi que j'ai mis au monde. C'est pas possible. » Et alors que j'ai eu une bonne éducation, quoi. J'étais à l'école, j'étais au lycée, j'ai un diplôme, un CAP,
À un moment donné, elle nous a pas privés de rien. On a été bien nourris, bien habillés. Elle s'est démenée pour nous. Elle s'est payé sa première paire de baskets. Elle avait 30 ans. Elle a passé son permis à 34 ans. Enfin, ça prouve qu'à un moment donné, elle a fait pour nous un vrai sacerdoce. Après, non, ouais, je suis parti dans un processus de violence qui m'a fait complètement perdre pied. Mais par contre, ouais, à un moment donné, quand je me suis retrouvé dans l'échec, c'est elle qui était là, malgré tout. Samuel, est-ce que vous souffrez encore de cette discrimination raciale? Bah, par moment, oui. Quand ne serait-ce qu'on va aller boire un verre en fait dans un pub, en boîte ou autre, c'est tout de suite, c'est impossible. Impossible, non, c'est pas possible. Soirée privée, soirée. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Ben, justement, je me pose encore la question. Qu'est-ce qui est pas possible? C'est pas possible de rentrer en boîte de nuit? Apparemment, quand on est de couleur, soit il y aurait peut-être un quota dans les boîtes ou je ne sais pas ou autre, mais à chaque fois c'est pas possible de rentrer. C'est soirée privée et malgré que j'ai été avec mon meilleur ami qui est Christophe, c'est lui qui rentrait. Pareil, il allait déjà presque rarement dans les boîtes. On allait à deux, donc des boîtes où il n'est jamais rentré. Les vigiles lui disaient vous, monsieur, vous pouvez rentrer, on vous a vu la semaine passée, mais vous, monsieur, ce ne sera pas possible. Vous? Oui, moi carrément. Donc de là... Ça vous est arrivé de vous retrouver tous les quatre, d'aller en boîte de nuit et que Samuel non, on a soit évité avec interdit? Samuel, sinon c'est pas possible. Il n'y a personne qui rentre, c'est impossible. Si, moi, une fois, je suis sorti avec toi en Belgique, ça a été. Mais non, mais c'est... Non, mais même pas, Parce que vous avez l'air de dire quoi? Qu'en Belgique, c'est plus facile? Rappelle-toi justement en Belgique, quand on avait été, c'était avec Abdoulaye qui était venu. Et non, moi je pétais avec Abdoulaye. Si, Abdoulaye Laurent, qui était venu pour ramener ton chien. On était au Capitaine en Belgique. Ouais, mais là, à l'entrée, non, mais attends, et à l'entrée, en fait, ils nous ont dit, vous, c'est pas possible, mais toi, t'es rentré. T'as dû revenir pour nous faire réussir. Oui, je vous ai fait rentrer après. Mais en fait, moi, je rentrais. Mais en fait, c'est un peu compliqué. C'est. Mais je voulais savoir, ils habitent dans quel pays en fait? Parce qu'en région parisienne, à Paris, j'entends pas d'histoires comme ça. Ouais, c'est vrai. Ah non, alors, lui en à fait, Bordeaux, lui à Lille. Justement, rentrer dans les boîtes. Ah ouais. Sur l'île, c'est vraiment compliqué. À Lille. L'île, c'est assez. C'est vraiment compliqué. C'est beaucoup sélectif, c'est beaucoup. Voilà, c'est. C'est dingue, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que vous parlez de la France en 2016. Ah oui, non, tout à fait. C'est quand même étonnant. Même plus que, pour rebondir sur ce que tu mets en avant, parce que c'est clair que c'est important de le préciser, aujourd'hui, même à Bordeaux ou dans différentes villes, c'est compliqué. Moi, je sais qu'avec mon frère, on était à Bordeaux, on a essayé de sortir, ça a été compliqué. Et il y a vraiment, à un moment donné, une appréhension, en fait, du personnage. Et au-delà de ça, ce que j'aimerais mettre en lumière aussi, c'est que c'est pas nécessairement que la couleur. Non. Parce que ça peut être aussi lié au physique, puisque moi, j'ai pas nécessairement la couleur qui m'empêcherait de rentrer en boîte, mais je ne rentre pas en boîte. C'est-à-dire que nécessairement, j'ai une tête qui fait que je ne rentre pas en boîte. Et là, on discutait avec mon frère tout à l'heure du délit de faciès, qui est une forme de racisme aussi. Et on est en plein dedans. Discrimination, racisme. Ouais. Incroyable. C'est ne serait-ce que le faciès, le visage. C'est vrai que bon, des fois on dit ouais, t'as un visage assez sévère, assez, mais pour moi je trouve pas. Non, mais pour moi ça, c'est un trait qui est typique au pas mal votre visage. Mais merci. Mais après c'est vrai que non, mais c'est ce qui arrive souvent, quoi. C'est tout le temps les mêmes refrains, quoi. Alors, d'un moment. est-ce que ça vous a pénalisé, par exemple, dans votre vie professionnelle, quand vous envoyez des CV? Énormément. Vous mettez votre photo? En fait, je mettais ma photo, je recevais directement en fait des réponses négatives. Après, j'enlevais ma photo. Par contre, quand je mettais mon nom et prénom, donc Durtès Samuel, on me disait pas de problème, vous pouvez venir et tout, on a un poste pour vous. Mais quand je me présentais en fait sur place, des gens me regardaient de haut en bas, on se demandait qui j'étais. Donc on me disait, ben non, désolé, mais il y a une personne qui doit venir à votre place. Et de là, ben, je répondais instinctif, ben, je pense que cette personne est Durtès Samuel. Et là, ils me regardaient comme si, ben, comment vous pouvez être au courant? Et je disais, ben, c'est moi-même qui a postulé pour le poste. Ah ben désolé, mais en fait compte, au final, le poste est déjà pris. Donc, et assez souvent comme ça, assez répétitif. Et aujourd'hui, vous travaillez? Aujourd'hui, là, je travaille, toujours pas embauché, bien sûr, mais par contre, je travaille en contrat, en tant qu'animateur pour la mairie de Lille. Donc, je suis animateur dans les écoles et tout ça. J'ai passé mon BAFA, donc diplômé BAFA avec surveillant de baignade, une qualification surveillant de baignade. Et pour l'instant, bah, c'est toujours, voilà, c'est que de contrats précaires, mais pas sûr et certain de l'embauche au final. Donc là, je dois attendre le mois d'août pour savoir si je vais être embauché ou si mon contrat va être renouvelé. Et en sachant que ça fait depuis 18 ans que je travaille, et ça a toujours été des missions, au début c'était de l'intérim, donc des missions d'une journée, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Et à chaque fois, au final, ben, on arrêtait mon contrat, on me cassait parce que ben, pas assez de subventions ou parce que les personnes étaient revenues d'arrêt maladie. Et sentimentalement, ça vous a
joué des tours aussi? Il y a eu une petite période, oui, ça m'avait joué un peu de tours. Là, maintenant, moins. C'est vrai que je pense qu'après, quand on prend de l'âge et tout ça, on prête plus trop attention. Donc, on essaye d'avancer. Mais il y a une petite période de ma vie, oui, ça a été... c'était un peu... Après, c'est que je ne veux pas trop rentrer dedans non plus. En fait, c'était une période où voilà, c'était un peu compliqué, difficile, où je n'étais pas très accepté par la famille. Quoi, en fait. Voilà, pas accepté par la famille de votre petite copine. Voilà, tout à fait. Les couples mixtes, c'est encore mal vu en France aujourd'hui? En fait, c'est paradoxal parce qu'en même temps, en Europe, la France, elle est championne dans les couples mixtes. C'est là où on en rencontre le plus. Mais effectivement, le problème principal que rencontrent les couples mixtes, c'est l'accueil, voire mitigé au mieux, et voire rejetant des familles. C'est-à-dire que ça crée une peur, ça crée des peurs qu'il n'y ait pas d'adaptation, qu'il y ait des coutumes ou des valeurs qui entrent en contradiction avec les valeurs de la famille. Donc, du coup, c'est compliqué, effectivement. Mais en France, on a quand même beaucoup de couples mixtes, et de plus en plus, on se rend compte qu'on parle de mixité, mais la mixité, c'est vraiment une richesse. Parce que connaître la culture de l'autre, ça nous permet de trouver des ressources dans certaines situations, une créativité qu'on n'a pas dans des couples où les gens se ressemblent trop, ou viennent du même village ou du même endroit. Il y a une créativité dans ces couples qui est formidable. Alors France Télévisions a décidé de s'engager contre le racisme aujourd'hui en mettant une plateforme Internet. Vous pouvez y apporter votre témoignage comme le font nos invités sur notre plateau aujourd'hui. Romuald, vous avez fait de la natation à haut niveau. Ouais. Vous avez même fait partie de l'équipe de France à l'âge de 15 ans. Ouais. Est-ce que vous avez, vous aussi, été victime de préjugés dans ce milieu sportif? Indirectement, c'est-à-dire que plus, pas par rapport aux nageurs qui étaient avec moi, mais plus des parents des nageurs, du fait que déjà ma mère, elle pouvait pas me suivre tout le temps, parce que malheureusement, quand on est en équipe, on voyage beaucoup, on bouge beaucoup, ça engendre des frais. Mes frais sont pris en charge, mais pas ceux de ma mère. Donc forcément, au vu des autres parents, c'était pas bien vu que la mère suive pas l'enfant. Enfin, c'était un peu, elle me suivait, si vous voulez, mais à distance. Et donc oui, il y avait beaucoup de coups bas avec les parents des autres nageurs. Il y avait aussi... C'est-à-dire, ils disaient quoi, par exemple? Tu peux le dire. C'est-à-dire, je sais plus moi, des petites attaques, genre t'as rien à faire là, pourquoi ta mère est pas là, de toute façon t'arriveras jamais à rien. Ah oui, c'était des petits pics pour justement... C'est quoi votre spécialité? La brasse. 100 mètres? Ouais, moi c'était sur 100 mètres, c'était le sprint. Ouais. C'est-à-dire, il a une carrure... Ah oui, oui. Ah. Il y a des épaulettes. Alors, comment vous avez essayé de vous intégrer dans le groupe? De répondre à ce genre de réflexion? En fait, j'en rigolais. Je passais outre. J'avais rencontré d'autres nageurs aussi. Déjà, on n'était pas nombreux, mais d'autres nageurs métis qui n'étaient pas dans la même discipline que moi, qui font partie de ces cousins qui étaient en nage avec palme. Et avec eux, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu observer qu'ils prenaient beaucoup de choses à la rigolade et qu'ils transformaient tout. J'ai commencé à faire pareil. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir avancer et de pouvoir franchir les étapes pour pouvoir faire des qualifications et autres. Et après, bon, les parents, moi je les voyais plus, on était qu'entre nageurs. Mais c'est vrai que prendre beaucoup de choses avec le sourire et prendre ses défauts, ses défauts, pour les autres, mais je veux dire, ce qui nous empêche de progresser, s'en servir de force, en fait. Donc, si on arrive à contourner ça, on avance. Mais il faut réussir à pouvoir prendre sur soi, quoi. Vous êtes d'accord, j'imagine, là-dessus, Michel et Coco? Moi, je retiens de ce que j'ai entendu un terme qui revient de façon récurrente dans mon discours, c'est le mot terrien, et qui me fait dire... toute la force de la maman a été de leur donner d'abord un sentiment d'humanité. Et son frère en humanité profondément. Et c'est ce qui est le message que nous transmettons partout où nous passons. Nous sommes d'abord des frères en humanité avant d'être ce que nous pouvons être professionnellement. Ça, c'est la première remarque qui m'est venue à l'esprit. La deuxième remarque, nous-mêmes, nous nous sommes engagés dans la lutte contre les discriminations. Et dans notre bus, sur les deux portes du bus, nous avons affiché un grand visuel qui dit « Au nom de la loi, ouvrez » en rouge.
l'HLM, le nightclub. Et donc, partout où nous passons, nous portons ce message pour dire assez avec les discriminations. Et à l'arrière du bus, nous avons affiché sur une grande porte un grand visuel sous le titre « Wanted », les 18 critères de discrimination sur lesquels nous nous arrêtons longuement partout où nous passons. Donc, ce souci de la lutte contre la discrimination, nous avons pris conscience à quel point il était intimement lié aux préjugés. Celui qui laisse s'installer dans sa psychologie un préjugé devient un jour ou l'autre un auteur potentiel de discrimination. Et donc la force de votre mère, c'est d'avoir réussi à vous donner une espèce de bien-être dans votre peau, même s'il y a quelques difficultés. Michel, tout a commencé avec une agression sur votre personne? Il y eut effectivement l'agression sur ma personne en 2003, 17 septembre 2003, et cela avait fait beaucoup d'effervescence, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui s'était passé? Je cheminais avec mon fils sur l'un des trottoirs de rue Sorangis pour aller à la synagogue, et derrière moi j'ai entendu des cris de loin. Palestine vaincra, les Juifs on vous tuera, etc. Et puis je me suis arrêté, une voiture s'est approchée de moi, et avant que je n'ai eu le temps d'engager le dialogue avec un jeune, le jeune est sorti, m'a envoyé un uppercut, KO. On a compté plus de 10 à 15 secondes. Donc, en fait, j'étais déjà dans cette démarche depuis longtemps de ce que j'ai fait avec l'Église catholique dans le département de l'Essonne, des choses tout à fait inédites, ce qui fait que le consistoire de Paris, à qui je rends toujours hommage, m'a désigné comme premier président délégué de la commission, la première commission dans l'histoire de cette maison historique napoléonienne d'ouverture vers les autres religions. Et l'une des premières initiatives de cette commission, pour laquelle j'avais entraîné avec moi de hautes personnalités, dont Simone Veil, qui était la présidente d'honneur de cette commission, c'est de s'ouvrir aux associations musulmanes de France, parce qu'à l'époque, l'islam n'était pas encore organisé ni structuré. Et c'est là que j'ai fait découvrir à l'institution juive la plus importante de France, le consistoire de Paris, la diversité des communautés musulmanes quand nous les avons accueillies au consistoire. Et à partir de là, quand 3 ou 4 mois après l'agression que j'ai subie, les 3 présidents, le président du consistoire, Roger Kuckerman, le président du consistoire, Moïse Cohen, et le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubacar, dans des conditions que je n'ai pas encore élucidées, m'ont appelé pour me demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai dit il faut faire quelque chose d'envergure nationale, parce que les actes antisémites à l'époque se distribuaient pratiquement sur tout le territoire. Coco, vous avez été à l'origine d'une... Comment dire, on peut pas parler d'une agression quand même, mais quand même d'un comportement répréhensible, on va dire, à l'égard des Juifs. Donc, notamment rue des Rosiers, qu'est-ce qui s'était passé? On va dire que j'ai pas vraiment réfléchi et je me suis laissé embarquer dans quelque chose qui me ressemble pas. C'est-à-dire que je suis parti dans une rue, déjà la rue des Rosiers. Moi, je suis tombé en prison à 21 ans. La rue des Rosiers, déjà, je connaissais même pas. J'arrive dans une période où je vois plein de gens qui font des quenelles et tout, donc moi voilà, je suis parti faire une quenelle là-bas dans cette rue. Et quand j'ai appris, après être retombé en prison, cette rue, vraiment ce qui s'était passé à l'intérieur et tout, les attentats et tout, voilà, tout de suite, comme Sarfati l'a dit, moi je suis humain, et c'est pour ça aussi que je suis dans cette association. C'est le terrien avant tout, donc à partir de là, on joue plus. Il y a des familles qui ont pleuré qui pleurent sûrement toujours. Bien sûr. Donc voilà, on se dit que c'est sérieux et c'est pas un jeu, quoi. On joue pas avec ce genre de choses. Bien sûr, je regrette. Aujourd'hui, vous sillonnez les routes et les quartiers de France dans un bus pour véhiculer un message de paix. Nous vous avons suivi le temps d'une journée. On regarde ce reportage. Un mercredi matin, dans l'Essonne. Comme tous les jours depuis 10 ans, le rabbin Michel Serfati sillonne les quartiers de la région parisienne en bus. Nous allons aujourd'hui à Meaux pour rencontrer un groupe de jeunes en voie d'insertion. Ma démarche est simple, je la représente par la main tendue. Et au plan du discours, aller à la rencontre de l'autre.
Et pour parler de tolérance et de mieux vivre ensemble à ces jeunes, il a décidé de convier l'imam Azizi et le prêtre Michel à cette rencontre. Comment avons-nous fait pour trouver le nom de notre association Amitié Judéo-Musulmane de France, d'après vous? Vous avez 3 religions différentes chacun. Oui. Et vous êtes amis. Bah, ça fait l'amitié judéo-musulmane. Nous avons tellement de choses en commun que ce qui nous différencie doit être vécu avec beaucoup de respect et de bienveillance. Comment en arabe on dit l'aumône? En arabe on dit sadaqa. La tzedaka. Et en hébreu, la tzedaka. Quand il nous parle, c'est pas un préjugé. Quand il me parle, je prends plus d'importance à quand eux ils me parlent que quand c'est dans les médias ou autre chose. Ça fait bizarre de voir un rabbin, un imam et un prêtre réunis au même endroit pour partager des choses et on se rend compte au final qu'ils se battent pour la même cause. Vous savez ce que c'est un rabbin? Qu'est-ce que c'est un rabbin? Je sais pas ce que c'est un rabbin. C'est quoi un rabbin? C'est l'imam des Juifs. Comme le prêtre. Nous laissons une trace et sans doute nous laissons une impression. Et à partir de là, on peut espérer qu'à moyen terme, il y ait de retour de la part de ces jeunes. Donc, nos passages dans les différents lieux ne sont jamais sans prolongement. Ne compare pas naissance, banlieue, croissance en taux. Cet après-midi, le rappeur Coco a fait le déplacement. Il collabore avec le rabbin depuis quelques mois. Ensemble, ils ont décidé d'animer aujourd'hui un atelier rap. Le principe, apprendre à écrire et à faire passer des messages. Ensemble, on va se voir, chanter sans cesse la joie. Vous et nous, de tout cœur, disons oui au bonheur. Le message, il est très fort. Déjà, c'est une première. Qu'un rappeur s'unisse avec un rabbin qui a jamais fait de rap de sa vie. C'était pour montrer, regardez, pour tous ceux qui disent que telle communauté, elle est pas bien, elle est mauvaise, ils sont pas bien, ou ci ou ça, elle est mieux que d'autres. Eh ben non, on est tous des êtres humains, juifs, arabes, musulmans, chrétiens, bouddhistes, tout ce que vous voulez. On est athées, on est tous des êtres humains. Franchement, ça fait longtemps que tu rappes? Non. C'est bien, continue, frère. Ça me fait vraiment plaisir de venir faire de la musique avec eux, surtout voir qu'ils participent tous et voir à quel point ça peut rassembler tout le monde, quoi. La rencontre avec les jeunes d'aujourd'hui, d'abord, me donne de l'espoir. Nous avons chanté ensemble, nous avons écrit ensemble. C'est une manière de dire, nous avons choisi la bonne voie. Imam Azizi, quel discours vous entendez, vous, auprès des jeunes? Oui, depuis la création de la JMF en 2005, la lutte contre les préjugés, contre les stéréotypes et pour le bien vivre ensemble était la mère des batailles, donc au cœur de nos priorités. On allait voir les jeunes dans les quartiers, moi et mon cher ami Michel. On parlait, on partageait sur les visions des choses, sur qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils pensent du juif en tant qu'imam, qu'est-ce que vous pensez du juif. Donc, c'était juste après la deuxième intifada, là où la violence a pris une grande ampleur dans les rues, en France, partout. C'est là où où j'ai décidé de me joindre au combat de votre ami. au combat de mon cher ami. Voilà, pour essayer de faire avancer l'esprit du vivre ensemble et faire reculer les idées étriquées et les menées de l'obscurantisme qui malheureusement déchire
le corps de la société française, notamment entre juifs et musulmans. Alors avec nous, Majda, l'éducatrice des jeunes que nous venons de voir sur ces images, avec Salah, l'un des jeunes hommes présents ce jour-là. Bonjour Majda. Bonjour. Pourquoi avez-vous organisé cette rencontre avec ces adolescents? Pourquoi avez-vous organisé cette rencontre avec ces adolescents? Alors, cette rencontre, en fait, elle est dans le cadre d'un projet que j'ai mis en place dans mon association. Donc, l'objectif, c'était de favoriser le vivre ensemble, de sortir un peu les jeunes de leur bulle et de les confronter à la différence. Et voilà, en fait, j'ai pris connaissance de l'association, la JMF. Oui. Et voilà, j'ai trouvé le projet très intéressant. Et voilà, c'est vraiment pour ouvrir les jeunes vers une autre culture. D'ailleurs, pendant tout... Salah était là ce jour-là? Oui, il était là. Bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge? 18 ans. Comment vous les avez vécues, ces rencontres? En fait, je reviens sur les propos de Majda. C'était un épanouissement personnel parce que c'est un truc qu'on ne fait pas tous les jours, de rencontrer un rabbin, un imam et un prêtre en même temps. Et ce qui est enrichissant, c'est qu'on se rend compte que c'est que des préjugés, en fait. C'est que c'est pas en fait ce qu'on pense ce qu'on pense nous, en fait. C'est que des préjugés et c'est pas la réalité. Et c'est bien. Ça veut dire que votre regard a changé depuis? Mon regard a changé. Comment? Déjà, je me suis rendu... Qu'est-ce que vous vous êtes dit après tout ça? Je me suis dit que déjà après la rencontre, Parlez bien dans le micro. C'est que je me rends compte que les musulmans, les chrétiens et les juifs, ils ont un point en commun en fait. Et ça, je savais pas ça. Ce sont des êtres humains? C'est des êtres humains comme... Voilà. Mohamed, qu'est-ce que vous pensez, vous, du reportage qu'on vient de voir et de l'initiative dont on vient de parler? Bien, il est très touchant et puis on ne peut rester qu'admiratif devant cette entreprise, quoi, qui, on le sait, est loin d'être simple et facile. Alors on l'a déjà évoqué, mais c'est en images que nous allons découvrir l'incroyable histoire de votre famille. On va regarder ça ensemble et on en reparle. Mon père s'appelait Abdelkader Mesli. Il était imam à la mosquée de Paris. Il est décédé quand j'avais 10 ans. Je savais très peu de choses de lui. En 2010, soit 50 ans après sa mort, j'ai découvert en triant ses affaires que mon père avait aidé des personnes en danger, dont des juifs pendant l'occupation, en leur fournissant des faux papiers et des certificats. J'ai retrouvé dans ces affaires des lettres qui attestent ses actions comme celle-ci. Les autorités d'occupation soupçonnent le personnel de la mosquée de Paris de délivrer frauduleusement à des individus de race juive des certificats attestant que les intéressés sont de confession musulmane. Mon père a lui aussi été dénoncé, torturé et déporté dans plusieurs camps dont Dachau et Mauthausen avant d'être libéré par les Américains le 5 mai 1945. J'admire l'homme qu'il a été et suis aujourd'hui le dépositaire de son histoire. Beaucoup d'émotions, évidemment, Mohamed. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure que votre père est décédé à quel âge? J'avais pas tout à fait 10 ans, en fait, quand mon père est décédé. De quoi il est décédé? En fait, c'est des suites de la déportation. C'est ça. Jamais il n'a parlé avec vous de ce passé? Vous saviez quoi de lui lorsque vous étiez petit? Lorsque j'étais petit, je savais, parce qu'il y avait un de ses compagnons de déportation qui venait nous voir à la maison. Et donc, on savait que papa avait été déporté, que bon, il y avait une histoire de faux papiers, mais sans plus, quoi. Mais c'est pas mon père, en fait, qui lui n'évoquait jamais cette période. Jamais. Mon grand regret, c'est justement d'avoir très très peu de souvenirs de mon père. Pourquoi vous avez choisi d'appeler votre fille Camille? Alors, bon, j'ai pas choisi seul, hein, on était deux, mon épouse et moi-même. En fait, nous avions décidé de vivre en France. Et bon, après, je ne sais pas ce que mes enfants... Enfin, aujourd'hui, dans tous les cas,
sont tous les deux en France. Et on a pensé, je pense, à juste raison, qu'il était quand même plus facile, entre guillemets, d'évoluer dans cette société si on s'appelait Camille plutôt que Yamina, qui est son deuxième prénom. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Camille, de ce choix? Bon, je pense que c'est un choix qui leur appartient en tant que parents, parce que ce qu'il dit pas, c'est que c'est un couple mixte, hein, mes parents. Donc, ma mère est blonde aux yeux bleus, elle s'appelle Dominique. donc voilà, c'est un choix qui leur appartient, parce que je pense que eux-mêmes ont souffert de tout un tas de discriminations. C'était pas forcément au goût du jour, hein, le couple mixte, dans les années où ils se sont rencontrés. Donc voilà, c'est un choix qui leur appartient, que j'ai pas à juger, qui me va bien. Je suis très contente de m'appeler Camille. Je pense que mon frère est content de s'appeler Rémi. Enfin... Vous n'avez pas eu envie de changer de prénom? Ah non, aucunement, non. En revanche, vous avez eu envie de vous intéresser au passé de votre grand-père. À quel âge ça vous a... c'est la vie qui a fait que. Hein. C'est quand j'ai emménagé dans cette maison et puis qu'on a commencé à retrouver un peu tous les documents. Ma mère y a passé beaucoup de temps avec ma tante pour essayer de reconstituer un peu le fil des choses et puis d'essayer de faire le lien avec les souvenirs de papa et de Mina. Donc du coup, j'ai emménagé dans cette maison, j'avais 25 ans, donc ça fait 7 ans maintenant. Quelles sont les découvertes qui vous ont le plus marqué? C'est une vieille feuille toute jaunie, je sais pas si... Enfin, je pense que l'équipe l'a eu, mais une vieille feuille toute jaunie, voilà, qui est manuscrite de mon grand-père, où il fait la liste, en fait, de ce que la Gestapo lui a pris quand ils sont venus. Et c'est vrai que ça, c'est un des papiers qui m'a le plus touchée, parce que moi, l'ayant pas connu, je suis aussi dans le fantasme, hein, par rapport à toute cette histoire, et du coup... Voilà, de voir ce petit papier manuscrit avec cette petite liste de ces petites choses du quotidien, bah ouais, c'est touchant. Et puis sa carte de déporté. Une spoliation. C'est une spoliation déguisée. Tout à fait. Qui a été organisée par la Gestapo pendant la guerre pour tous ceux qui étaient déportés. C'est ça. Pas seulement les Juifs, qui ont le plus souffert naturellement, mais également ceux qui étaient soupçonnés d'apporter une aide quelconque aux Juifs et à leur sauvetage. En fait, c'était injuste, cet homme-là. Alors, il n'est pas reconnu comme tel. Vous vous battez pour ça? Non, on ne se bat pas pour ça. Nous devons nous battre pour cela. Il est essentiel pour nous d'aller le plus loin possible dans la connaissance de l'histoire de votre grand-père et de lui faire obtenir le titre de juste parmi les nations auprès du musée Yad Vashem à Jérusalem. Cette idée vous émeut? Oui, un peu, beaucoup. Mais c'est normal. Pourquoi vous avez tenu à être présent sur notre plateau aujourd'hui? Parce que je pense que c'est important. Moi, je fais partie d'une autre génération que celle de mon grand-père. Là, on a affaire à des gens qui ont connu l'horreur absolue. Et du coup, je pense que la jeune génération, il est important qu'on puisse porter aussi ce genre de message et se pose la question de la transmission et de la mémoire collective. Et je pense que voilà, ça s'imbrique dans toutes les questions que Madame a soulevées tout à l'heure sur la construction identitaire. Du coup, si nous, la jeunesse, on ne prend pas notre place dans ces schémas-là et qu'on ne s'attelle pas à porter ces messages-là, à les perpétuer. Qu'est-ce que vous en pensez de la jeunesse autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? On entend beaucoup dire dans les médias que les Français sont racistes. Est-ce que vous le percevez, vous, au quotidien? Je pense que les gens souffrent avant d'être racistes. Je pense qu'effectivement, même si on a quelques allumés qui sont fanatiques et qui prônent des idées nazies, etc., je pense que pour une grande majorité des gens, on a plus affaire à des gens qui souffrent de mal-être. On ne peut pas exclure la lecture sociale de la problématique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Avocate? Non, pas du tout. non, pas du tout. Je viens de changer de travail. Dans quelques semaines, je prends un poste comme référente du secteur éducation à la différence, lutte contre les discriminations. Voilà. William, je crois que vous aviez envie de lancer un défi à nos téléspectateurs aujourd'hui. Ah oui, c'est pour rebondir justement sur ce que Camille c'est ça. venait de dire, parce qu'en fait, il y avait une petite anecdote.
quand j'ai passé mon concours d'entrée à la formation de moniteur éducateur. Donc, je passe un oral devant une psychologue et une professionnelle du social. Et le jour de l'entretien, je viens et je ferme la porte. Bonjour mesdames, 2 personnes blanches devant moi. Et la psychologue, elle me regarde, donc j'ai encore ma veste, encore debout. Elle me dit, bonjour monsieur, d'après vous, est-ce que le français est raciste? Bonjour madame. Donc la professionnelle me fait m'asseoir. Donc je lui demande de réitérer sa question. Et de là, je lui dis que, premièrement, je suis français. Je ne me considère pas raciste. Et deuxièmement, je dirais que le français, il est inconscient et qu'il a peur de l'inconnu. Et justement, le défi qu'on parlait, c'est que je suis persuadé et je rêve un jour de rencontrer une personne qui se dit raciste. Et je suis sûr qu'en l'invitant à la maison et autour d'une bouteille de rhum et un colombo de poulet, c'est fini. Très bien. Merci à tous pour vos messages d'amour et de tolérance. On voit là derrière moi votre album Coco. Il sort mi-mai, Coco TKT. Merci d'avoir porté ces messages aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est la journée internationale contre le racisme, alors agissez et puis ne zappez pas. Car c'est Patrick Poivre d'Arvor que nous recevrons sur le plateau de l'Histoire continue dans quelques minutes. A tout de suite. Cet après-midi dans l'Histoire continue, c'est un grand monsieur de la télévision que nous apprendrons à mieux connaître. Charleston, bonsoir. Bonsoir. Patrick Poivre d'Arvor a présenté le JT de 20h pendant 21 ans. Nous reviendrons sur sa carrière, mais aussi sur le drame de sa vie, le suicide de Solène. Ceux qui sont passés par là, c'est très utile de pouvoir échanger son expérience. Ça vous rend plus en paix avec ce drame affreux qui est la mort d'un plus jeune que soi. Et nous parlerons de la nouvelle vie du journaliste, au théâtre cette fois, dans une pièce qui résonne avec sa propre vie. Mon dernier, sa maman présentait les journaux télévisés le week-end et moi je les présentais la semaine, donc on était en garde alternée. Vous avez donc rendez-vous dans l'Histoire continue pour cette émission spéciale consacrée à cet homme dont la voix a résonné dans notre salon pendant tant d'années. Je le préviendrai, s'il aborde le sujet, je quitte le plateau. Autorisé au décollage, 330 degrés, calme. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. J'avais une malformation au niveau des voies biliaires. La transplantation s'avérait être la seule solution. Son cœur pouvait lâcher à tout moment. Il faut que le greffon corresponde, il faut qu'on soit compatible. De très beaux témoignages sur le don d'organes. De cette transplantation, il en est venu l'envie d'avoir une vie remplie et de ne pas gâcher un peu cette deuxième chance. Vous êtes la maman de Samuel qui a perdu la vie dans un accident de voiture. Mon fils a donné 4 organes. Je suis dans la joie de vous dire que les 4 personnes sont bien. D'avoir une maman comme vous, même si vous n'êtes pas notre donneuse, quelque part, vous l'êtes quand même. Un hymne à la vie. Quand on me dit que je suis pas capable, j'ai cherché à prouver que si, je suis capable. Aujourd'hui, j'ai plus de barrière médicale. C'est très dur pour ceux qui partent, mais pour nous, c'est notre vie.